Jeudi 18 décembre, l'heure de votre JT présentée ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Pluie et grisaille accompagneront cette journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 10 degrés, la maximale de 11 degrés. À la une de ce JT, plusieurs échangeurs d'autoroutes étaient fermés aujourd'hui. Car les manifestations des agriculteurs de la coordination rurale et de la Confédération paysanne se poursuivent. Ils s'opposent toujours aux abattages massifs de bovins prévus dans le protocole de lutte contre la dermatose nodulaire. Notre premier invité sera Philippe Balbastre, administrateur UFC Que Choisir et référent environnement et eau. Il nous parlera de la nouvelle campagne nationale de l'association. Elle est baptisée La Goutte de Trop et met en lumière la présence de pesticides dans notre eau du robinet. Et puis les marchés de Noël inspectés par les autorités sanitaires. Nous avons assisté à l'un de ces contrôles au village gourmand de Tours, mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs. Et puis suite de notre série L'âme du village, direction Luynes et son boulodrome troglodytique. C'est devenu un véritable lieu de socialisation. Le club qui compte une centaine d'adhérents fait vivre la commune en perpétuant ce jeu traditionnel et convivial. Et puis notre séquence On vous répond avec la question du soir, comment bien penser son extension? Notre invité Rémi Basset, architecte conseiller au sein du CEI 37, sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, le mouvement de protestation des agriculteurs se poursuit. Comme hier, des opérations de blocage ont été menées aujourd'hui. Plusieurs routes et échangeurs d'autoroutes étaient fermés, notamment à Blois-Mer, Romorantin, Chemmery et Pezou en Loir-et-Cher ou encore à Autrèche, direction Château-Renaud en Indre-et-Loire. La revendication est toujours la même. Ils demandent l'arrêt des abattages massifs de bovins lors de la détection d'un cas de dermatose nodulaire dans un troupeau. Hélène Chaplet et Romain Delville. Plus aucun véhicule n'entre ou ne sort de la 10 à Château-Renaud. L'échangeur est fermé à la circulation depuis mercredi soir. Sur place, une quinzaine d'agriculteurs seraient la nuit et jour pour bloquer les lieux. Parmi eux, Baptiste, 24 ans, futur éleveur laitier. Il ne fait partie d'aucun syndicat, mais avec son frère, ils ont décidé de se joindre au mouvement de grogne. Le jeune homme reste partagé sur le protocole d'abattage mis en place en cas de dermatose nodulaire contagieuse. Il faut vraiment mettre le pour et le contre. Ça peut permettre aussi à des éleveurs voisins de ne pas être contaminés. Donc voilà, mais c'est très compliqué. On demande quand même, on demande de tuer tes vaches quand même. Et quand tu passes 15 heures par jour dans ta ferme avec ton troupeau, c'est compliqué de les voir partir. Autre lieu de mobilisation, à 35 km de là, cette fois-ci en Loir-et-Cher, le rond-point de Cap-Ciné. Un campement est désormais installé sur place avec vivres et couchettes. Des images qui pourraient rappeler les mobilisations des Gilets jaunes en 2018. Les manifestants semblent avoir tout prévu pour que le mouvement tienne dans la durée. On a fait un petit feu pour se réchauffer et puis on s'est installé autour. Après, il y en a qui dorment dans leur tracteur, il y en a qui dorment dans leur voiture, il y en a qui ont amené des duvets. Il y avait une bétaillère, on a une remorque céréalière aussi pour se coucher dedans. Voilà, on a prévu ce qu'il fallait, quoi. On a même le groupe électrogène pour avoir la lumière. On a tout ce qu'il faut. Toujours en Loir-et-Cher, l'échangeur de mer reste bloqué dans les deux sens de circulation. Les principaux syndicats agricoles seront reçus ce vendredi à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une entrevue déterminante pour la poursuite ou non du mouvement et donc des perturbations. Et en ce moment, les agriculteurs sont toujours en train de bloquer la gare de péage près de Château-Renaud et bloquent aussi celle de Parcémélé, selon Bison Futé. Du côté de la FNSEA, qui ne participe pas à ces manifestations, on dénonce en Loir-et-Cher une manipulation des jeunes étudiants des lycées agricoles de Vendôme et Montoire. Selon ce syndicat, la coordination rurale et la Confédération paysanne inciteraient les lycéens à participer à leur mouvement de contestation. Un message, selon lui, orienté et déconnecté des réalités sanitaires. Le syndicat demande au groupement de défense sanitaire d'intervenir dans ces lycées pour apporter des informations sur la gestion qui concerne la dermatose nodulaire et la grippe aviaire. Après Billy, en Loir-et-Cher, un nouveau foyer de grippe aviaire vient d'être détecté. Oui, au niveau de la commune d'Athée-sur-Cher en Indre-et-Loire, le deuxième foyer après celui de Descartes dans le département. Une zone de contrôle temporaire a été mise en place dans les communes alentours. La FNSEA et les jeunes agriculteurs luttent, eux, sur d'autres fronts. Ils appelaient aujourd'hui les agriculteurs à se rendre à Bruxelles pour manifester leur mécontentement auprès de l'Union européenne. Ils dénoncent la baisse des aides de la PAC et s'opposent à l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Écoutez le président des jeunes agriculteurs 37 qui était sur place. On le voit, M. Macron, un jour pour le Mercosur dit oui, un coup il dit non.
Entre guillemets, il change son discours selon son interlocuteur. Donc le problème, c'est maintenant la confiance est rompue, donc c'est très compliqué de travailler ensemble. Là, les gars sont à bout, quoi. Le moins de centimes perdus, c'est même plus du revenu, on creuse le trou. Donc là, il y a plus de, on est rendu à un point de non-retour. Soit on a vraiment des belles avancées, soit il n'y a pas de fin de manifestation. La présence de pesticides dans l'eau de nos robinets, eh bien on en parle ce soir. C'est en tout cas, oui, ce que révèle une carte publiée par l'UFC Que Choisir dans le cadre de sa campagne nationale La Goutte de Trop. Des données qui viennent de l'ARS. Philippe Balbastre, administrateur UFC Que Choisir et référent environnement et eau, est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors vous dites dans votre rapport que plus de 80% des cours d'eau de la moitié nord du département ont un niveau de toxicité élevé et que presque la totalité du département est classée en zone vulnérable au regard des nitrates. C'est alarmant. Inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça dure et qu'on ne voit pas beaucoup d'amélioration en fait. Donc c'est surtout ça qui est inquiétant. Ça laisse craindre que ça n'empire. Que ça empire. On parle par exemple d'atrazine, de déséthyl, de déisopropyl. Tout ça, c'est des molécules qui sont utilisées par les industriels ? Pas forcément. Enfin, c'est un peu tout le monde. Je veux dire, il faut pas non plus. Enfin, on va pas cibler quelqu'un en particulier. Je crois que on trouve ces produits bien sûr dans tous les pesticides, dans beaucoup certaines molécules qui servent à l'agriculture, mais pas que. Traditionnellement, les pollutions. On les a vues venir, on a essayé de les réduire, mais on n'a pas coupé les sources, ce qui fait qu'elles continuent, et le traitement est de plus en plus fastidieux, de plus en plus long, et il coûte de plus en plus cher. Et ils sont plus résistants, plus difficiles à traiter qu'avant. Les machines pour traiter sont plus adaptées ? Alors actuellement, les traitements que l'on connaissait tous nous amènent à une facture qui, d'après l'État, d'après le gouvernement, approche du milliard, voire même le dépasse. Mais c'est rien à côté de ce qui nous attend, puisque d'un autre côté, ils nous préviennent que les nouvelles pollutions, les pollutions qui viennent des PFAS, des microparticules, des nanoparticules, de métaux, etc., sont très très difficiles à restreindre, sont très difficiles à éliminer. Il faut une nouvelle technique avec la filtration membranaire, par exemple. Par exemple, voilà. Et ça coûte beaucoup horriblement plus cher que ce qu'on Donc, a actuellement. On peut s'attendre à un surcoût énorme de la dépollution qui sera à charge du consommateur. Comment faire alors il faut réagir tout de suite en faisant comment pour que le consommateur n'en paye pas le prix ? On en parle, pourquoi ? Parce que c'est là vraiment, c'est la goutte de trop, quoi. Je veux dire, rien n'est prévu pour soulager le consommateur de sa facture. Vous proposez quoi ? Tout simplement que la source, que ce soit ceux qui sont à la source qui payent. Pollueur-payeur ? Le pollueur-payeur, celui qu'on nous avait promis, ce qu'on nous avait promis il y a quelques années, tout le monde, à la télé, on a entendu ça, on était tous contents, mais en fait, ça n'a jamais été mis en place. Les producteurs, les fabricants de machines, les fabricants de plastique, de molécules, tous ces gens-là polluent, mais ne payent pas. C'est le consommateur qui paye. Donc il faudrait par exemple augmenter les taxes ? Bien sûr, augmenter des taxes, augmenter comment ça s'appelle ? Des redevances qui étaient prévues sur la pollution diffuse. Et ces redevances et ces taxes, par exemple, les donner aux petites communes pour les aider à protéger leur zone de captage, à protéger l'eau. À protéger l'eau qui appartient à tout le monde. La zone de captage. Il faut surtout qu'on recommence à prendre ça au sérieux, quoi. C'est grave. C'est pas dramatique, mais c'est grave. Si on le laisse, ça finira par devenir dramatique. Et il y a assez de contrôle aujourd'hui ? Dans certains endroits, oui, il y en a assez. Dans d'autres, non, pas du tout. Et surtout, ils ne le donnent pas de suite. Ils ne donnent pas de suite. On a beau se plaindre que certains produits polluants, certains polluants sont dispersés sur les zones de captage. Ça ne donne pas suite aux actions nécessaires pour arrêter ça. Merci. Et voilà.
Merci beaucoup Philippe Balbastre. On le rappelle en prie. que vous avez une pétition qui est en ce moment en ligne, qu'on peut signer si on adhère Tout à fait. à vos idées. Et puis, vous serez là, présent pour plus d'actions pour rappeler tout ça sur les pesticides dans l'eau de nos robinets. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien. D'être venu sur notre plateau. Une question à présent dans ce journal. L'hygiène des stands des marchés de Noël est-elle irréprochable? Alors que la consommation bat son plein en cette fin d'année, les services de l'État ne chôment pas. Les cabanons sont régulièrement contrôlés pour assurer la sécurité des visiteurs. Exemple à Tours, où Lucas Chopin a suivi des inspecteurs en plein travail au village gourmand, place Anatole France. Ces jours de contrôle sur le village gourmand du marché de Noël de Tours. La direction départementale de la protection des populations opère des vérifications inopinées sur un stand de frites et de pommes de terre rôties, un moment que prend la gérante avec philosophie. C'est normal, ces messieurs-dames font leur travail, c'est plus que nécessaire puisqu'on voit des choses des fois catastrophiques. Donc il faut évidemment sur les marchés de Noël comme dans les commerces fixes, les restaurants et tout ce qui s'ensuit, avoir des contrôles réguliers, c'est normal. Pendant une demi-heure, de nombreux points sont vérifiés par les inspecteurs. Là, je récupère tous les papiers. Ça concerne les attestations de formation que monsieur et madame a faites, ainsi que pour la collecte des huiles usagées et puis des bons de livraison. Puis je vais attendre la suite des documents pour pouvoir compléter l'inspection. D'un point de vue sanitaire, aucun défaut majeur n'a été constaté. La restauratrice respecte les normes. Alors la conclusion que je ressors, c'est que c'est un stand qui est bien tenu. La dame, elle a fait la formation à l'hygiène, donc elle est au courant de tout ce qu'elle doit faire. Il y a des petits défauts, comme on ne peut pas être parfait à 100%, mais dans l'ensemble, le stand, le rapport sera classé en satisfaisant. Au-delà du respect de l'hygiène, ce sont également les termes et appellations affichés qui sont vérifiés. Un travail qui s'étend au-delà du contrôle puisqu'il faudra ensuite pouvoir remonter chaque produit à partir des factures fournies. On fait un contrôle sur place et après c'est toute une étude documentaire, de factures, de traçabilité pour remonter à l'amont des produits au niveau des fournisseurs. On a besoin de savoir, surtout que les professionnels n'ont pas forcément toutes les factures, tous les documents sur place. Donc ça demande après derrière un travail plus ou moins long, plus ou moins complexe pour l'enquêteur. Si le contrôle du jour s'est bien passé, ça n'est pas toujours le cas et les sanctions peuvent varier en fonction des fautes relevées. On a un côté à la fois qui peut être préventif comme un côté répressif. Donc soit c'est juste un avertissement pour des non-conformités mineures. Nous avons également les mises en demeure où là nous donnons un délai court pour que le professionnel se mette en conformité. Et enfin nous avons la sanction si vraiment c'est nécessaire. Les contrevenants peuvent bien sûr être pénalisés après la fin du marché de Noël. Et justement, ces marchés de Noël se multiplient en ce mois de décembre. Toutes les communes, ou presque, ont leur marché de Noël. Il est plus ou moins grand, plus ou moins pérenne, mais derrière, c'est souvent une équipe de bénévoles qui en est à l'initiative et qui se charge de tous les préparatifs. Exemple, le week-end dernier à Savonnières, pour la 4e année, c'est sur la place des Charmilles qu'a été installé les stands. La réussite d'un marché de Noël repose sur un joli décor, les bords du Cher, et sur les lutins bénévoles. Ils sont une trentaine à travailler depuis plusieurs mois pour tout préparer, notamment les décorations. Patrick nous montre le traîneau, c'est lui qui a fabriqué les rennes. Découpe des grandes planches, la peinture en X fois, parce que ça a été un petit peu difficile pour avoir le rendu final. À la manœuvre, 2 associations, la compagnie saponarienne de loisirs et celle de la boule saponarienne. Tous ensemble, ils ont installé les chalets et sollicité les exposants. Des fidèles qui viennent depuis 4 ans, des nouveaux qui ont déjà sollicité leur venue pour l'année prochaine. Dans l'un des petits chalets, on retrouve Audrey. Elle est éleveuse de vaches et de brebis à 2 pas d'ici, à Berthenay. Est-ce que les saponariens sont gourmands ce matin ? Oui. La rillette de veau a forcément du succès parce qu'elle est onctueuse et donc du coup elle passe très bien à l'apéritif. Voilà. Là, la petite rillette visiblement de veau avec le cornichon, elle a rempli d'étoiles les yeux de mon fils, alors j'en prends. La spécialité de Christophe, les boissons à base de décoction de plantes. Et il a quelques conseils de dégustation. Je vous conseillerais quelque chose d'un petit peu étrange qui s'appelle pomme à spérule. La spérule étant une plante sauvage qui est utilisée depuis le Moyen-Âge pour aromatiser les boissons. Et avec le jus de pomme, ça vous donne une petite pointe cannelle et un petit côté tarte tatin qui ira tout à fait avec l'esprit de Noël.
Après avoir rempli leur hôte, les visiteurs se réconfortent avec un petit pain local cuit au feu de bois, la fameuse fouée à garnir et à déguster sous le sapin. Vous allez en faire cuire beaucoup, vous pensez? Ah là, aujourd'hui, sur les 2 jours, à peu près entre 800 et 1000. À Savonnières, c'est un peu les fêtes avant l'heure, une petite pêche à la ligne et c'est déjà Noël. Puis c'est vrai que c'est très familial, donc voilà, c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est notre petit rituel tous les ans. Un porte-clés pour ce petit bonhomme, de quoi le faire patienter jusqu'au 25 décembre. Allez, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invité Rémi Basset, architecte conseiller au sein du CAE 37, pour répondre à cette question: comment bien penser son extension? Bonsoir Rémi, Bonsoir. et bienvenue sur notre plateau. Alors, nous avions déjà évoqué les extensions du point de vue général et réglementaire. Aujourd'hui, nous allons voir sur le plan architectural comment bien penser son projet d'extension. Alors, c'est vrai qu'ajouter 1 ou 2 pièces, ça peut paraître assez simple. Est-ce que ça l'est vraiment? Alors, dans certains cas, oui. Enfin, dans la plupart des cas, ça peut l'être. Mais en fait, il faut souvent penser le projet dans sa globalité, pas simplement rajouter de la surface pour un usage précis, mais avoir une vision un peu plus large, ne pas créer une verrue qui va être monofonctionnelle et abîmer aussi l'existant. Bien définir ce projet d'extension, ça passe déjà par un état des lieux. Là aussi, on fait un état des lieux. C'est ça, en fait, il faut se poser et bien comprendre comment fonctionne la maison, comment on vit dans cette maison. Quelles sont les choses qui vont moins bien, et se demander comment on va pouvoir changer les choses par l'extension, alors en intégrant justement cette extension au fonctionnement général de la maison. Alors l'état des lieux, c'est aussi les besoins, voir quels sont nos besoins, c'est ça. Penser l'extension en fonction de l'utilité qu'on va en avoir. Effectivement, il y a différents types d'extensions, soit agrandir une pièce existante, un séjour, rajouter une chambre, donc il y a différents cas de figure. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que l'extension, c'est comme une greffe qu'on va créer, qu'on va faire sur la maison. Il faut que la greffe puisse prendre, il faut prendre en considération l'existant et que la greffe apporte quelque chose de positif à l'extension. Donc, ça ne va pas simplement être un volume qu'on va rajouter qui risque d'enlever de la lumière dans une pièce existante, mais il faut peut-être penser plus large. Voilà. Donc l'état des lieux, les besoins et aussi penser aux contraintes, il y a notamment des contraintes réglementaires. Alors il y a différents types de contraintes. Il y a les contraintes réglementaires, effectivement, le plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme, savoir s'il y a des règles au niveau des ABF, des architectes des bâtiments de France. La configuration aussi du terrain, elle va permettre ou empêcher une extension facile. Et puis, il y a aussi les contraintes techniques, c'est-à-dire que la construction d'une extension, ça peut entraîner un surcoût du fait de la nature du terrain, du fait de la maison, de l'existant. Et puis, il faut calculer tout ça. C'est ça, ouais. Et puis, il faut bien avoir en tête, savoir si l'extension, ça va être une plus-value pour la maison ou pas. Parfois, l'extension, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. L'extension, parfois, elle n'est pas possible non plus. Donc là aussi, il faut peut-être penser plus justement à se concentrer sur le réaménagement, la réorganisation. Ça, c'est d'autres possibilités. C'est ça, oui. En fait, quand on ne peut pas pousser les murs pour agrandir les surfaces, on va plutôt réfléchir à la manière d'optimiser les surfaces et de gagner de la place avec des rangements et en réorganisant les pièces peut-être plus petites, mais mieux agencées. Avoir une approche globale, comme on dit. C'est ça, oui. Et il existe donc le CAE, on vous reçoit régulièrement, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Justement, vous êtes, vous, conseiller et architecte, et vous nous aidez justement, et vous pouvez aider nos amis téléspectateurs justement à construire ce projet. Tout à fait. Alors nous, on aide en amont les particuliers, mais les gens peuvent aussi s'appuyer sur des compétences de professionnels comme des architectes, des maîtres d'œuvre, qui sont spécialisés dans les extensions. Particuliers, aussi collectivités qui peuvent aussi avoir besoin d'une extension, c'est possible. C'est ça, oui. Et de vos conseils. Merci beaucoup, Rémi Basset, d'être venu ce soir, architecte conseiller au sein du CAE 37. On vous a mis l'adresse cae37.fr pour toutes les informations. Merci infiniment. On va passer à au troisième épisode de notre série L'âme du village ce soir. Oui, dans cette série, on vous emmène à la rencontre de ceux qui font vivre leur commune. Aujourd'hui, direction Luynes et son association locale Les Grandes Bottes, qui compte une centaine d'adhérents. C'est le seul club de boules de four troglodytiques en France qui perpétue la tradition de ce jeu, né il y a plusieurs centaines d'années dans le Val-de-Loire. Là-bas, le boulodrome est devenu un lieu de rencontre et de sociabilisation. Arnaud Potier et Léa Turquier. Aujourd'hui, on part en direction de Luynes pour s'essayer à un sport local, la boule de four. Ce club, véritable lien social, incarne l'âme du village. Ça y est, on est arrivé et je crois qu'il y a déjà
une partie qui est en cours juste à côté. Vous êtes à la société de jeux de boules de fort Les Grandes Bottes, une société qui date depuis 1894. Par contre, la particularité, je ne sais pas si vous voyez, c'est un jeu qui se joue en pantoufles. Alors, on va vous demander de quitter les chaussures. Eh bien, on va enlever nos chaussures et puis on va aller essayer alors. Là, on se met au centre, il y a un repère, et après, vous voyez, vous tenez la boule, et... Eh bien, c'est parti, on y va. C'est un bon premier lancer? Oui, bah pour quelqu'un qui n'a jamais joué, peut-être gagner le point, mais non, elle va s'arrêter avant. Vous m'engagez dans votre équipe? Alors bah pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop cher. Une fois qu'on a fini la partie, il y a quelque chose de très important à faire, c'est ça? Ah oui, pour l'entretien des boules, parce que ça peut éventuellement rouiller ou piquer. Mais là, il y a un abrasif là, et puis un pour finir de nettoyer. Hop, c'est bon. Et vous voyez, la boule est comme neuve, propre. On boit un petit coup, c'est aussi ça, la boule de fort, c'est un lien social. Et ça permet d'échanger, oui, de parler de la pluie et du beau temps en même temps. Chin, messieurs. Chin. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Faustine. Merci, Aurélien. À demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct.